heure très agréable, j'en suis persuadé, à passer avec vous, avec Daniel Marceline, Merci. Emmanuel de Rhénal, Jean-Gérard. M. Maréjo. Maître, Il nous fait le plaisir d'être là habillé de blanc, et non pas de noir. c'est pour vous. Non, mais Christian habillé de noir. Mais vous êtes en tous les cas mes petits chéris, on va dire mes camarades, on va dire mes amis, on va dire mes frères de communication. On est d'accord? Voilà. Je regarde les autres chaînes comme ça d'un regard très éloigné pour ne pas me laisser contaminer par l'ambiance qu'il y a dans les émissions analogues à la nôtre. C'est très dur ce que je viens de dire là, donc je rétropédale. Je vois que ça change beaucoup. Nous avons une particularité, c'est que nous sommes les mêmes, et puis nous tapons sur le même clou depuis à peu près 3 ans, un peu moins pour certains. Nous tapons sur le même clou, sur la même planche, le même établi, pour le même travail. Et je crois que ça donne du résultat. D'abord, il faut que les téléspectateurs sachent qu'on se fréquente, on se connaît. Hier soir, il y avait une énorme fête, une méga fête pour les 3 ans de fête intimiste. Mais non, mais il faut dire méga parce que c'est la télévision. Et pour les 3 ans de Zitata, c'était charmant. Donc, il y avait les équipes, il y avait une ambiance, c'était très agréable. Eddie a fait Est-ce qu'on peut souhaiter un joyeux anniversaire à Zitata? On l'avait fait la dernière fois, on le refait encore, parce que ça va durer longtemps. C'est fait. Ouais. Voilà. Longue vie à Zitata. Ouais, longue vie à Zitata. Bon, revenons à nos réalités qui parfois sont un petit peu tristes. Très rapidement, c'est pas un éditorial, mais c'est une chose que j'ai lue. Les études menées par l'Agence régionale de santé sur les eaux de source ont montré qu'elles présentaient des signes de contamination. Je dis ça pour les gens qui sont sur le bord des routes et puis qui prennent de l'eau, mais ils ont peut-être parfois raison, vous allez voir la suite. Que ces eaux présentaient des signes de contamination bactérienne et en pesticides, rendant impropre leur consommation pour la plupart. Les autorités précisent, l'ARS, que l'utilisation de ces eaux de bord de route ne peut être envisagée que pour le lessivage des surfaces et puis pour évacuer les eaux usées, et que sur les nombreuses sources, il y en a un paquet de sources, Emmanuel, tu le disais, comme nous avons entre 1,5 milliard et 2 milliards de mètres cubes d'eau dans ce pays qui va à la mer, et toi aussi tu l'avais dit, 4 sont toutefois, alors retenez bien, écoutez-moi, 4 sont toutefois sûrs, qualifiés de sûrs par l'Agence régionale de santé et peuvent être consommés. Il s'agit de la Médaille, sur la route de Balata, à Fort-de-France. Il s'agit de la source des Marinières à Rivière-Salée, la source Attila au Mont-Nevers et les 3 sources à Sainte-Marie. Donc, retenez bien, ailleurs que ça, c'est matière fécale et puis pesticides. Exactement. Okay, pleure des codes. Et un dernier petit événement qui vaut peut-être pas un article, mais c'est une émotion qu'il y a eu au sein de la communauté catholique sur une homélie de prêtre Troisilé, où il a dit peut-être des vérités, ou peut-être il a exprimé sa conception de l'humain, quoi, des races et des cultures. Et il a en tous les cas dit à l'auditoire, aux paroissiens, que ce qu'il a constaté, c'est que, et en prenant pour référence Aimé Charles Nicolas, c'est que les Antillais et les Martiniquais manquent d'estime d'eux-mêmes, et que ce manque d'estime de soi entraîne un esprit de convoitise et de rivalité, qui allait fort tout bonnement, et que c'est pour cela que dans nos territoires, il y a autant de difficultés, entre autres, il parle de jalousie, et que nous ne devrions pas être envieux. C'est peut-être vrai. Toutes les petites communautés, je pense qu'en Corse ou ailleurs, dans le Poitou-Charentes, dans les petits bleds, c'est certainement pareil. Donc là, ça me touche pas trop, mais ça a créé la panique dans les rangs des bénitiers. Et différentes catégories de la population existent, il dit de haut de sa chair, non, on ne monte plus en chair, on reste au niveau des paroissiens. Il y a les Blancs, les Békés et les Antillais. Mais en réalité, dit-il, les Békés sont des Antillais. Là-dessus, on est d'accord. Jusque-là, ça va. Et puis, il hésite, il se dit comment on va qualifier les autres, et puis il tourne autour du pot, et puis finit par dire, ben, les nègres. Et ce qui se passe, c'est que moi, je suis d'accord pour être appelé nègre. Toi aussi, on s'en nègre, Mais c'est que les gens ici, nègre, c'est comme négro aux États-Unis. Donc ça crée une panique. Et il explique que les nègres ne doivent pas être envieux, que c'est péché, que nous devons nous contenter de ce que l'on est et de ce que l'on a. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que nous sommes nègres, nous le sommes, nous le resterons, et nous en sommes très fiers. Juste Emmanuel de Rhénal qui nègre, alors vous comprenez? Jingle. Alors, au sommaire, Daniel va nous parler du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, complexe et sensible,
de l'Europe, l'attrait que l'Europe peut avoir et devrait avoir. Là, je ne veux pas dire ça, c'est une opinion. Un petit sujet intéressant, mais très sérieux, donc pas de sourire goguenard, messieurs, c'est qu'à Amsterdam, les femmes gagnent le droit à uriner dignement dans l'espace public. Emmanuel va nous parler de Pierre Messmer et la politique de peuplement en Nouvelle-Calédonie. À l'époque, bon, on disait ce qu'on pense, on faisait ce qu'on veut. Ces choses ont peut-être changé maintenant. Il va nous expliquer rapidement quels sont à ses yeux, les principaux candidats tête de liste aux élections européennes. Et puis, il va parler des élections européennes, notamment focus sur les ultramarins qui, on ne va pas tous les citer, hein, tu as fait des sélections selon les profils des gens. Eddy va nous parler de l'État insurrectionnel en Nouvelle-Calédonie. Et il va nous dire est-ce qu'il serait d'accord sur l'optique de la réduction de l'immigration, on sait ce qu'il va dire, hein. On sait déjà ce qu'il va dire, mais comme je le lance là-dessus quand même, de l'immigration dans l'espace de l'Union européenne. Et puis aussi le fait que Jordan Bardella, parce que c'est un sondeur, OpenSoft, est un office, un institut de sondage, et le fait que Jordan Bardella soit à 33% dans les sondages, qu'est-ce que ça veut dire? Christian va nous parler toujours dans la même veine, de l'implantation du Front, non, le Rassemblement national, et puis un peu de respiration avec la musique. Michel Alibaud, jingle. Merci. Alors, on commence par Daniel, c'est ça? Oui, si tu veux, oui, sur la question du déjeune, puisque c'est apparemment ce qui a mis le feu aux poudres. Alors, c'est très difficile en 4 minutes de pouvoir expliquer tout le contexte, hein, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une histoire qui, j'ai rarement vu un pays colonisé, décolonisé, entre guillemets, avoir autant de lois qui lui fait changer de statut. C'est impressionnant quand on regarde. Enfin, toujours est-il que tout le monde a peut-être en tête, enfin du moins ceux qui ont un certain âge, de ce qui s'est passé en 1988 avec les enlèvements, la grotte d'Ouvéa, et ce qu'il a fallu comme, je dirais, comme science à Michel Rocard, qui était Premier ministre, pour arriver aux accords de Nouméa, qui pacifient la situation, qui prévoit pendant 10 ans qu'il y ait une préparation à un statut d'autodétermination. Et en 1998, il y a effectivement ce principe qui est acté. Et à ce moment-là, on acte un corps électoral pour participer à ce statut. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 2 corps électoraux. Un corps électoral avec les mêmes conditions, être français, être majeur, où on vote aux élections présidentielles, aux élections législatives, européennes et au référendum. Provincial. Non. Le général, c'est pour les élections nationales et les référendums. Et pour les provinciales. Et il y a un deuxième corps électoral, et ce corps électoral va voter pour les élections provinciales, puisqu'il y a des élus en Nouvelle-Calédonie, il y a 3 provinces, et qui doivent élire leurs représentants qui vont siéger au Congrès. Donc, il y a un corps électoral pour ces élections, et il y a aussi ce même corps électoral qui va voter pour le statut d'autodétermination. Donc, ça a été acté en 1998. Et le principe, c'est qu'il y a un corps électoral qui est gelé depuis 1988, en fait. Et on sait qu'il y a différents référendums qui ont eu lieu, et 3 référendums, le 3e étant très contesté par les Kanaks, parce qu'ils n'y ont pas participé pour les raisons pour lesquelles on ne peut pas revenir. Et donc, le gouvernement a estimé que les 3 référendums ayant donné un résultat négatif quant à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, il pouvait passer à autre chose, et il a prévu donc une loi constitutionnelle pour pouvoir faire en sorte que le corps électoral puisse s'exprimer pour les élections aux assemblées provinciales et pour le Congrès. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres, parce qu'on a changé tout le dispositif qui avait été mis en place et qui était en vigueur depuis 1988, en disant que ce n'étaient plus les personnes qui étaient nées et leurs descendants depuis 1988, mais qu'on retenait tous ceux qui votent au corps électoral général, et les personnes qui sont résidentes depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait,
c'est la modification c'est la rupture avec un système qui avait eu du mal à se mettre en place et qui était arrivé à un consensus et qui avait fonctionné tant bien que mal pendant un certain nombre d'années. C'est cette rupture-là qui font qu'il y a une partie de la population qui s'est sentie complètement flouée et qui a fait en sorte que il y a eu le. Alors, je précise que comme c'est une loi constitutionnelle, que cette loi constitutionnelle doit être adoptée par le Congrès, où la majorité actuelle n'est pas du tout sûre d'avoir la majorité, bien entendu, mais que, et ça me paraît important, qu'il est prévu dans cette loi que cette loi ne sera pas applicable si un accord intervient entre toutes les parties en Nouvelle-Calédonie, d'où le fait que tout le monde prône à l'heure actuelle, d'une part, la suspension, ce qui est acquis, et aussi qu'il y ait un accord qui intervienne entre les différentes parties. Et je termine en disant que l'évolution de la population fait qu'aussi bien du côté des loyalistes, il n'y a plus l'unanimité qu'il y avait, et pas plus dans le côté kanak, il n'y a plus l'unanimité, il y a des divergences, aussi bien de ce côté-là que de l'autre. Donc là, arriver à un accord, ça va être difficile. Et donc, espérons qu'on trouvera les personnes de bonne volonté, qui aient le charisme et l'autorité suffisante pour parvenir aux accords qu'on a eus précédemment. La question était sur le dégel. Donc, sur le dégel, je précise qu'il s'agit donc de dégeler le corps électoral, s'agissant des provinciales et s'agissant donc de corps électoral pour le référendum. C'est ça que je voulais que l'on retienne, essentiellement. Pierre Mesper et la politique de peuplement en Nouvelle-Calédonie. Oui, ben c'est un peu ce que l'on vit aujourd'hui, c'est un petit peu aussi la conséquence de ça. Pierre Mesper était Premier ministre de Georges Pompidou entre 72 et 74 pendant 2 ans. Et pendant cette période, il a effectivement entamé une politique de repeuplement de la Nouvelle-Calédonie en incitant notamment les populations françaises et européennes à aller s'installer sur le Caillou, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je vais vous lire un peu un extrait du courrier qui fait un peu aujourd'hui polémique, mais qu'il a adressé au commissaire de la République de Calédonie à l'époque, en 72 précisément. Il disait ceci, la Nouvelle-Calédonie est le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. Oui. Et il appelait donc à une immigration massive de Français et d'autres Européens, en particulier de familles avec enfants, afin de diluer la population kanak et de franciser le territoire. Voilà un petit peu l'état d'esprit de l'époque. Et d'ailleurs, la politique a été amorcée. Il y a eu des conséquences que l'on vit encore aujourd'hui, puisque d'une certaine manière, de cette politique a résulté d'abord des conflits entre les communautés, qui se sont durcis dans les années 70-80, avec le paroxysme des événements des années 80, qui ont conduit aux accords de Matignon, puis aux accords de Nouméa. Et d'une certaine manière, ce que l'on vit aujourd'hui résulte un peu de cette politique de l'époque. Alors, rappelons quand même, pour être bien pondéré, où on en est aujourd'hui, parce que j'ai fait un petit peu l'état des lieux de la démographie calédonienne aujourd'hui. Et là, j'ai été un peu surpris parce que, d'abord, il faut savoir que la communauté kanak, c'est 41% de la population et qu'elle est en croissance proportionnelle. Et qu'aujourd'hui, c'est une communauté qui est en croissance, qui reprend du poil de la bête, entre guillemets, et qui est majoritaire par rapport aux autres communautés qui, elles, diminuent, notamment la population européenne est en diminution depuis 10 ans, ne cesse de se réduire. Donc, il y a quand même ce phénomène-là. Et puis les communautés complémentaires, wallisiennes, fulaniennes, tahitiennes, indonésiennes, etc. Il y a à peu près 16% de ces populations un peu éclatées. Et puis, autre phénomène, c'est le phénomène du métissage, parce qu'il y a encore 40 ans, en fait, le métissage n'existait pas vraiment, c'était des blocs extrêmement étanches. Aujourd'hui, entre 15 et 20% de la population est métissée, donc il y a une accélération très rapide du métissage, ce qui rend d'ailleurs compliqué aussi, parce que la population aujourd'hui n'est plus aussi compartimentée qu'elle l'était avant, donc il y a des logiques qui se mélangent de part et d'autre, et c'est une réalité de vie aussi, des gens qui sont sur place depuis... Alors il y a les peuples premiers, et puis il y a les peuples, est-ce qu'on les appelle seconds ou derniers, j'en sais rien, mais qui sont là depuis quand même 7 ou 8 générations, estiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'autre territoire que celui-là pour pouvoir construire leur avenir.
et donc parmi eux les Caldoches, alors, ce qui est un terme péjoratif, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, ils se font appeler Indonésiens. C'est finalement une petite partie de la population, ils sont 7%. Je pensais qu'ils étaient plus nombreux que ça. Donc voilà un peu l'état des lieux. Donc la politique de Mesmer a effectivement fait changer la population, mais les évolutions se sont inversées depuis 15 ou 20 ans, enfin depuis les accords de Nouméa en réalité. Et puis le dernier point pour conclure, ça me fait penser aussi chaque fois que l'État prend des décisions liées aux populations de ces territoires ultramarins, ben, ça crée des débats sans fin, parce qu'au même moment où l'État voulait repeupler la Nouvelle-Calédonie, elle dépeuplait les Antilles avec le binôme. Donc c'est assez intéressant à observer. Est-ce que ce que vient d'être expliqué par ceux qui t'ont précédé peut justifier ou bien donner un éclairage sur l'état insurrectionnel et dit actuel de la Nouvelle-Calédonie? Alors, petite information, il y a eu un 7e mort Oui, hier soir, après le départ tué par Un gendarme. un gendarme. Alors, bien évidemment, pour répondre à ta question, oui, je veux dire, le contexte institutionnel, le contexte démographique, et puis l'histoire explique tout ça. Mais il y a des éléments, je dirais, beaucoup plus contemporains, en fait, beaucoup plus récents. C'est le choix supposé et dénoncé par les oppositions du gouvernement de donner la priorité ou de soutenir la droite en Nouvelle-Calédonie. Alors ça se traduit par le fait d'avoir nommé au gouvernement Sonia Backes, qui était secrétaire d'État. qui a été nommée secrétaire d'État à la citoyenneté et qui est une personnalité loyaliste extrémiste. Donc déjà, ça, les Kanaks n'ont pas du tout apprécié. Alors, quand on a demandé à Macron pourquoi il a fait ça, il a dit « Ouais, parce qu'il a fait longtemps que les Néo-Calédoniens n'ont pas été au gouvernement. » Bon, ouais, pourquoi pas. Et ça s'est dû aussi quand ils ont nommé Nicolas Merzdorf. Alors, Merzdorf, c'est un Caldoche. Voilà, parce que son arrière-arrière-grand-père est arrivé à la fin du 19e siècle. Et lui, il a été nommé rapporteur de la loi constitutionnelle. Là, c'est une vraie provocation pour les Kanaks, cette fameuse loi du dégel du corps électoral. Bon, très concrètement, mais là, c'est une opinion. J'espère avoir répondu à ta question. C'est une provocation qui est née... Alors, elle est perçue comme une provocation, mais je ne suis pas sûr que le gouvernement ait fait ça volontairement pour déclencher des émeutes, puisque ça coûte très cher des émeutes, notamment aux assureurs. Mais je pense que Macron est persuadé que sa gestion du quotidien relève de la magie. Et cette espèce de, je dirais, d'aura fabuleuse qu'il avait acquis en 2017, il pense que ça existe encore. Donc c'est fini. On est quand même dans une société liquide où les choses sont effacées très très rapidement. Enfin, la durabilité des actions politiques est mise en question. Donc ça ne fonctionne pas. Et là où des gens comme Mitterrand, parce qu'il faut quand même lui rendre hommage, c'est quand même lui qui a pris la décision politique de geler les émeutes, je vais au-delà du corps électoral, de geler les émeutes par des décisions politiques sages. Ouais. Et Macron pense que, étant dans l'ère de la rapidité, de l'oubli. Oui, en fait, de l'effacement rapide, on peut passer à autre chose. Non. Et c'est une leçon politique fabuleuse. D'humilité. Pour lui, à mon avis, j'en doute, parce que bon. Il n'est pas accessible à ça. Non. C'est une opinion. Il est dans le show. Non, très clairement, il est dans le show en permanence. On le voit sur l'école, on le voit sur la Nouvelle-Calédonie, on le voit sur l'agriculture. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a dit bon, allez, on y va, on supprime un certain nombre de choses pour les agriculteurs. Les mecs se sont levés, ils ont foutu le feu, ils sont venus à quelques mètres de Paris, et il est revenu à des choses beaucoup plus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut absolument qu'on en tire des leçons pour nous-mêmes. Ce que Macron vient de subir là comme échec patent,
un certain nombre de gens dans la mouvance radicale martiniquaise se disent, mais finalement, pourquoi pas nous? Et c'est ça la leçon. La leçon, c'est que ce qui se pratique en Nouvelle-Calédonie est un très mauvais signal, je parle de la pratique gouvernementale, est un très mauvais signal pour nous. Rappelez-vous que l'ex-ministre, enfin il y en a eu tellement, de l'Outre-mer, actuel ministre des Armées, débarque en pleine émeute en Guadeloupe et dit, bon les mecs, on va calmer ça, on va vous donner l'autonomie. Vous vous rappelez? Si vous la voulez, on la donne. C'est typiquement le signe d'une fébrilité permanente et d'une absence de fondamentaux politiques. C'est l'apanage de la jeunesse. Et c'est Facebook, c'est les réseaux Ben oui, sociaux. On dit un jour une chose. Voilà. L'attrait des choses qui sont stables quand même, c'est quand même l'Europe. L'attrait de l'Europe, l'attrait de l'Union. Est-ce que oui ou non, ça peut être quelque chose d'attractif, d'intéressant? Daniel va nous... Oui, rapidement, effectivement, puisque, bon, élection prochaine, Mais oui, au bout du voilà genre, pas. Rappelons la date, parce qu'il y a des gens qui c'est le mélangent. 8, c'est le samedi. Nous, on Le vote samedi. le samedi, on vote pas le dimanche. Exactement. Le 8. Le 8 On juin. vote le samedi. On vote le samedi 8 juin. Donc, on a tendance, parce que c'est commode, comme pour beaucoup de choses, à critiquer. Bon, l'Europe, c'est loin, c'est technocratique, ça nous sert à rien, donc c'est pas la peine. Alors, donc, non, la réalité, c'est d'abord de rappeler que l'Europe, c'est quand même une construction démocratique. Ce n'est pas, c'est important de noter que c'est une volonté, c'est une construction. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui d'emblée a été fait, c'est une construction. C'est une construction démocratique, et puis que ça apporte, on l'a vu pour parler des choses récentes, parce qu'on pourrait donner des exemples qui sont plus vieux, mais au moment du Covid, c'est vrai qu'il y a eu une vraie prise en compte à la fois pour la question sanitaire, mais que pour la question financière, pour de soutien, pour que les États puissent mettre en place un certain nombre de politiques pour soutenir leur économie. Et puis, concrètement, il y a eu Gérard, dans la fiche qu'il nous a donnée, il rappelait qu'il y avait un séminaire qui s'est tenu à l'université de Panthéon-Sorbonne, qui est organisé par l'IB, et où il y a des candidats, des membres d'associations, des responsables de partis, pour pouvoir débattre de façon très objective sur les actions de l'Europe, et qui donnait un certain nombre d'exemples. Alors moi, je ne parle pas de la Martinique, mais ça sera probablement, on le fera dans une prochaine émission, mais sur le territoire français, de donner des exemples de petites communes qui bénéficient, par exemple, d'une station-service, qui bénéficie de plus de 50% de son budget avec des fonds européens, d'une garderie d'enfants dans le Finistère, où c'est pareil, et finalement, qui font état, à l'heure actuelle, des résultats des sondages, où 71% des personnes, des Européens interrogés, considèrent que l'Europe est une bonne chose pour leur pays, c'est-à-dire que leur pays en tire profit, et 47% estiment que c'est une bonne opération. Donc, par conséquent, sachons mesurer, il ne s'agit pas de dire oui, l'Europe, c'est pas ça, mais c'est de voir exactement dans quelle configuration nous nous trouvons, et de voir objectivement ce qu'il en est. En étant profondément martiniquais, en adorant Montbellet, notre culture, notre biggie, notre jazz, me sentant, comment on dit ça, afro-antillais, je ne sais pas qui ça, enfin, je suis martiniquais, on va dire martiniquais, ça englobe tout ça, ça me dérange pas du tout d'être européen. On va faire une petite situation avec le même jingle qu'actualité, parce que c'est très long. Allez. Qui sont les principaux candidats tête de liste aux élections européennes en faisant un choix? On te laisse le choix. Oui. Oui, alors, pour prolonger ce que vient de dire Daniel, d'abord, je voulais rajouter que l'Europe, les ultramarins, c'est 3% de la population européenne, et c'est 20% des fonds européens. Miam, miam. Donc c'est quand même, on a de ce point de vue-là, effectivement, un intérêt particulier avec l'Europe. Alors, le 8 juin, samedi 8 juin, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, on vote pour l'Europe, alors qu'en Europe, ils votent le 9 juin, le lendemain. Il y a beaucoup de listes. J'en ai dénombré plus d'une trentaine. 37. 37 listes.
donc avec beaucoup de petites listes qui vont complètement émietter le scrutin. Et puis les listes principales pour lesquelles il y a des candidats que je vais vous citer et que je vais répartir en 2 grands blocs pour faire très simple. Il y a d'un côté, allez, on va dire les eurosceptiques, ceux qui rentrent dans la campagne avec l'intention non pas de développer l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, mais plutôt soit de la contourner, soit de changer sa nature, soit peut-être même de la combattre. Donc, il y a cette catégorie de listes. Et de l'autre côté, ceux qui, au contraire, rentrent en campagne dans le but de renforcer l'institution européenne, les outils de l'Europe. Donc, et puis au milieu, il y a les écologistes, qui en réalité, ce sont, je crois, de vrais europhiles, malgré tout, parce qu'ils ont un combat européen, mais avec parfois des prises de position qui peuvent consister à créer des ruptures au sein même des instances européennes. Alors, parmi les eurosceptiques, on va trouver le volet très à gauche de l'échiquier, donc LFI avec Manon Aubry, qui est à la tête de la France Insoumise, qui conduit cette liste-là. On a également le Parti communiste avec à sa tête Léon Defontaine, qui lui prône une campagne autour d'une gauche unie avec le monde du travail, conformément aux valeurs du communisme. Et puis de l'autre côté, il y a la droite un peu radicale avec le Rassemblement national, Jordan Bardella qui conduit la liste, qui a le vent en poupe en ce moment, qui fait une grosse campagne et qui, selon les sondages, fera un score important. Et puis à sa remorque, une autre liste de droite conduite par Marion Maréchal, qui est la liste de Reconquête. Voilà pour le bloc des eurosceptiques. Et puis de l'autre côté, ceux qui sont plutôt dans la continuation de l'Europe fédérale, on va dire, autour des valeurs il y a François-Xavier Bellamy pour les Républicains. Alors, François-Xavier Bellamy, c'est une tête de liste qui apporte, je trouve, comme Glucksmann d'ailleurs, avec Glucksmann, qui apporte une certaine fraîcheur dans le débat intellectuel, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, tout comme avec Glucksmann. Ils apportent, je trouve, un débat un peu plus philosophique qui est intéressant. Et puis Valérie Hayé, qui, elle, porte la liste de la majorité présidentielle, Renaissance, Modem, UDI, et elle qui est peut-être la liste qui va le plus loin dans la valorisation de l'Europe fédérale, puisque au cœur de son programme, c'est la constitution d'une puissance Europe. Ce sont les termes qu'elle utilise. Donc voilà, vous aurez le choix entre l'europhilie ou l'euroscepticisme, avec beaucoup de listes à votre disposition. Combien de députés français? 81, 80? Ah oui, ce sont des élections de liste. Donc vous votez non pas pour une personne, mais pour une liste. Il y a 81 personnes sur chaque liste. liste. Et au total, il y aura 80 députés qui vont représenter Voilà, la France. exactement. Sur un parlement de 700 et quelques députés. Un peu plus de Une grosse 700. machine, Ouais. une énorme machine. On prend un problème comme ça, on prend dans la boîte. S'il fallait parler de tous les problèmes de l'Europe, on n'en finirait pas. Pour ou contre l'immigration, avec le pacte qu'ils viennent de signer, qui radicalise un petit peu la position de l'Europe sur l'immigration, et dit, je connais ton opinion, mais expose-la nous. Alors, comme Emmanuel vient de le faire, souvent, il y a une dichotomie assez nette des opinions. Il y a peu de nuances en la matière sur l'immigration. Il y a des gens qui disent il faut arrêter l'immigration pour des raisons, on va dire, idéologiques, très peu techniques en fait. J'ai cherché des arguments techniques, il n'y en a pas. Mais d'abord des arguments idéologiques, il y en a qui disent politiques. En clair, si on ouvre la porte à l'immigration, ça va être d'abord une immigration du Sud, donc africaine, du Moyen-Orient, et peut-être asiatique. Et ça, c'est une menace pour les races blanches, on va dire ça comme ça, ou la race blanche, quand on va chercher les arguments les plus extrémistes. Il y en a qui sont un peu plus modérés, qui disent, bon, globalement, on ne pourra pas gérer ça.
parce que nos pays ne sont pas faits pour accueillir toute la misère du monde. Ça, c'était Michel Rocard à l'époque. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui disent, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, en raison de la baisse démographique, du vieillissement de la population, mécaniquement, des économies aussi sophistiquées que les économies européennes ont besoin de main-d'œuvre. Demande des chiffres. Alors, les données les plus pessimistes disent que dans les 20 prochaines années, il faudrait que l'Europe accueille une centaine de millions d'individus. Alors, quand on dit ça à Bardella et à Le Pen, ils deviennent fous. Ça fait donc 10 millions par an. Grosso modo, 10 millions par an. Ce qui n'est pas beaucoup, puisque je rappelle quand même que l'Europe, c'est près de 600 millions de personnes, et que 100 millions, ce n'est donc qu'une petite partie, 15% de la population. Sur 10 ans, 15% de croissance, c'est ce qui se passe dans le monde. Et hors Europe, c'est ce qui se passe. Par exemple, en Afrique, on est sur les 10 ans, on va être sur 18, voire 20% de croissance. C'est croissance démographique. Démographique. Vous imaginez, des pays comme le Nigeria, par exemple, qui avait, il y a 30 ans, 60 millions d'habitants, ils sont à 200 millions d'habitants. L'Éthiopie, plus de 100 millions d'habitants. Donc on a du mal à s'imaginer ça, mais c'est une croissance considérable et mécaniquement, cette croissance va déborder le cadre africain. Alors, pour ceux qui sont très pessimistes et qui ont très peur, je rappelle qu'il y a, 100 000 ans, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé. Les Africains sont sortis d'Afrique et ils ont conquis le monde. Le monde. Voilà, donc je pense que c'est très important. Alors bon, je n'ai pas exprimé d'opinion, tu as vu, j'ai tenu. Moi, je suis plutôt favorable au fait que l'Europe ne disparaisse pas. Donc, qu'elle trouve des moyens humains pour faire en sorte que ça puisse continuer. Et les moyens humains, ils ne seront pas blancs, qu'on le veuille ou non. Le monde va mécaniquement, et c'est déjà le cas, vers un métissage. Parce que, et si ça pouvait rassurer les gens d'extrême droite, je leur dirais, mais regardez, c'est bien des Noirs qui sont sortis d'Afrique pour conquérir le monde. Non, mais ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre, mais les Noirs sont devenus blancs en Europe. Oui, mais c'est un progrès, ils ne veulent pas régresser en mettant du café au lait dans les lèvres. L'implantation du Rassemblement national outre-mer, on est toujours dans un mouvement. C'est Christian qui va traiter ça. Ouais. Non, mais sérieusement. Oui, surtout pour ceux qui étaient sur le tarmac de l'aéroport. Voilà, tout à fait. Et rappelons-nous, enfin, sans vouloir faire de polémique, Oui. le Rassemblement national, c'est un prolongement du Front Front national. national. Front national, groupe idéologique considéré comme raciste, discriminatoire, anti-étranger, anti-noir, anti-musulman, enfin bref. En tout cas, c'est ça. Alors, Marine Le Pen a réussi, effectivement, une évolution du langage à travers le Rassemblement national. Mais aujourd'hui, effectivement, nous, en Outre-mer, on n'imaginait pas, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, que nous, les Outre-mer, auraient voté autant pour cette orientation idéologique. Alors, rappelons des chiffres. Au présidentiel 2017, 29% en Polynésie, 27% en Guyane, 31% à La Réunion. Ce sont des chiffres qui nous interpellent véritablement. Donc, le Rassemblement national a réussi des percées dans nos pays où nous n'imaginions pas, si vous voulez, que c'était possible. Rappelons également le fonds de commerce, le fonds de commerce, c'est l'immigration, c'est la pauvreté, c'est l'insécurité, c'est la police, c'est la prison, c'est le chômage. Vous voyez, toute cette fébrilité sociale fait qu'on choisit le RN non pas par idéologie, non pas par adhésion à cette idéologie, mais par une réaction, une insatisfaction, une protestation. Et c'est ça qui est aussi très interpellant. Donc, rappelons aussi que, par exemple, un pays comme La Réunion, il y a 40% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et puis, rappelons aussi ce qui se passe dans l'univers de la politique française. Depuis l'arrivée de Macron, les partis traditionnels se sont effondrés.
la droite s'est effondrée, la gauche socialiste, on rappelle le programme commun, tout ça, c'est fini. Et aujourd'hui, il n'y a plus effectivement ces bases idéologiques, cette histoire en politique qui fait que le parti, on adhère au parti. Donc il y a une espèce de situation aujourd'hui qui fait que l'électeur, et puis on le voit bien évidemment aussi, les générations ne sont plus les mêmes. L'environnement a changé. Les éléments de conditionnement idéologique ou d'information ne sont plus les mêmes. Donc voilà, il y a une espèce peut-être de désinvolture qui fait que dans ce contexte, on choisit celui qui a le langage le plus attractif. Ouais. Et de ce point de vue, peut-être que Bardella n'est pas trop mauvais en quelque part. Mais en tout cas, ça reste quand même une interrogation qui est très surprenante de voir comment les Outre-mer peuvent Absolument. voter pour des partis qui leur nient leur existence. C'est évident. Voilà. Et justement, alors, le sujet, d'après, mais qui est la queue, qui est la fin de ça, est-ce que les 33% de sondages acquis à Bardella dans le cadre de ces élections européennes, est-ce que ça va s'aplatir comme un soufflet qu'on a laissé Non, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Non, il y a la victoire annoncée du Rassemblement national aux européennes n'est pas une vraie surprise. C'était déjà le cas. Je vous rappelle aux dernières élections en 2017, je crois. Non, 2019. Voilà. Donc, il n'y a pas de surprise à attendre de ça. Par contre, il faut quand même relativiser. Je veux dire, on a des taux de participation aux européennes qui sont extrêmement faibles, de l'ordre de... 12%? Ici, enfin, non, beaucoup plus que ça. plus que ça Beaucoup plus que Ah ça. non, ça, la dernière fois, ça va augmenter. Ouais. Ouais. Ici, en Martinique, on est en dessous des 20%. Oui. En France, on est aux alentours des 40%. Bon. Ça ne représente donc pas une menace globale sur la paix dans les pays européens. C'est pas la nuit des longs couteaux. Il y a des gens qui commencent à s'exciter. Bon. C'était déjà le cas la dernière fois. C'est un bon marchepied pour les municipales qui viennent. Oui. Le RN, alors souvent, aux européennes, fait mieux que tout le monde, mais dès qu'il s'agit d'une élection plus locale, ça s'effondre. Notamment, on a vu un effondrement massif par rapport au sondage au moment des élections locales, départementales et régionales. Et régionales notamment. Et puis les législatives, bon, ils ont quand même tiré leur épingle du jeu. Ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que, et c'est une bonne nouvelle pour Christian, parce que je l'ai senti un peu tendu, là, cette histoire de vote des ultramarins pour la droite, l'extrême droite, pardon. L'extrême droite. Plus les résultats sont favorables à des mouvements d'extrême droite en Europe, c'était déjà le cas dans les années 30, au siècle dernier, pour les jeunes qui nous écoutent, plus les langues se délient et plus l'exposition des véritables idéaux se fait de manière ouverte. Alors, je vais illustrer. Vous savez que l'extrême droite en Allemagne s'appelle l'AfD, et au cours des 12 derniers mois, il y a eu une espèce de rassemblement, d'alliance forte entre l'AfD allemand et le Rassemblement national. Jusqu'à ces derniers jours, ces dernières semaines, où le patron de la liste aux européennes de l'AfD en Allemagne a prononcé des phrases qui rappellent, qui là ont fait trembler un certain nombre de démocrates en disant que les SS, donc en fait les soldats nazis les plus extrémistes, ce n'étaient pas tous des méchants. On ne pouvait pas tous les assimiler à des criminels. Bon, je rappelle que les SS ont quand même contribué à éliminer 6 millions de juifs, entre autres. Les tziganes, des communistes, des homosexuels, des noirs, etc. Et donc le Rassemblement national a rompu ces relations parce que la contamination était fortement probable. Donc, je dirais, pour terminer peut-être sur une boutade, plus le Rassemblement national va rassembler, sans jeu de mots, des intentions de vote et des votes, plus il va se sentir libre de dire vraiment ce qu'il pense. Il va se laisser aller. Donc, Emmanuel, faut faire attention. des candidats de l'outre-mer.
en 1 ou 2 minutes. Ah oui, sur toutes les listes qui se présentent, il y a beaucoup de candidats d'outre-mer, d'ultramarins, répartis dans les différentes listes. Il y en a une vingtaine. Et j'en ai identifié entre 6 et 8 qui ont une chance d'être élus, à peu près. Ouais. Donc, pour vous les citer, la star des stars des candidats ultramarins, c'est Younous Omarjee, qui est réunionnais, qui est numéro 2 sur la liste LFI. C'est quelqu'un qui fait un très bon travail, objectivement. C'est quelqu'un qui est... Je m'étonne d'ailleurs qu'il soit affilié à la France Insoumise. Pas d'opinion, pas d'opinion. Mais L'opinion il est de vrai apport sur le plan C'est économique, vrai. sur le plan social. C'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant. Vous avez également en Guadeloupe Jean-Marie Nomertin pour la lutte ouvrière, qui est en 4e position. Donc, il peut être élu si cette liste fait un score. Bon, j'y crois un peu moins. Lutte ouvrière. Lutte ouvrière. Il y a Priscilla Ludowski, qu'on a vu dans les défilés des Gilets jaunes, qui est une Martiniquaise et qui est, elle, sur la liste des écologistes. Elle est en 9e position. Donc, ouais, peut-être place charnière selon le score que fait cette liste. Marie-Luce Brasier-Klein, qui est réunionnaise, qui est, elle, en 2e position sur la liste du Rassemblement national, qui, elle, sera élue, c'est certain, Ouais. etc. Et puis, sur les Antilles, il y a deux candidats qu'il faut citer, qui sont tous les deux sur la liste de Valérie Hayé, la liste Besoin d'Europe, Sylvie Gustave dit Duflot, qui est guadeloupéenne, conseillère régionale en Guadeloupe, qui est en 15e position. Donc, elle devrait être élue. Élu. Et puis, à la place charnière, il y a notre député sortant, Max Orville, qui était à la 18e place, qui, en rappelant qu'aux élections précédentes, il était à la 24e place. Là encore, c'était une place charnière, mais compte tenu des scores attendus, la 18e place devient la place charnière. Donc, c'est pas gagné. S'il n'y a pas une petite remontée de score, il peut passer à la trappe, mais il peut être raisonnablement élu. Et c'est vrai que, sans prendre parti, les observateurs qui regardent l'action de nos ultramarins au Parlement sont unanimes pour dire qu'au moins lui, il a fait le job, quoi. Il a été très actif, très dynamique pendant sa petite mandature qui n'a duré que 2 ans, puisqu'il n'a pas fait un mandat complet. Tout est jingle pour qu'on passe à un problème très important. À Amsterdam, les femmes gagnent le droit à uriner dignement dans l'espace public. Daniel, c'est toi parce que... Oh, ben ça, oui, non, mais c'est vrai, je suis une femme, hein, il n'y a pas de problème. Ça, il y a pas de- Non, non, mais dans 2 minutes, en 2 minutes. Non, ben, quand tu as donné le sujet, moi, ça m'a fait remonter à la surface une image qui remonte à très, très, très longtemps. J'étais enfant. À l'époque, à la Commission à Fort-de-France, la Commission accueillait toutes les bus qui venaient des communes, les marchandes, etc. Et devant le cimetière d'Idérich, il y avait un grand caniveau qui était à ciel ouvert. Et j'ai encore l'image d'une femme qui était habillée en robe longue et qui s'est mise à cheval sur le canal et qui a fait pipi. Ouais. Parce qu'à l'époque, les femmes, elles avaient de grandes robes, elles n'avaient pas de culotte, ce qui fait qu'elles faisaient pipi, mais elle était d'une dignité extraordinaire. Et effectivement, ça ne choquait personne, mais c'était possible parce qu'elles étaient habillées de façon à ce que elles puissent se soulager sans que cela pose problème. À Amsterdam, revenons à Amsterdam, et en 2015, une femme qui avait un besoin pressant, il n'y avait absolument aucun accès possible à rien du tout, et donc elle a fait pipi dans l'espace public. Et elle s'est retrouvée à avoir une amende qu'elle a contestée, et c'est venu devant le tribunal qui, quand elle a expliqué qu'il y avait à Amsterdam, tout Amsterdam, il y avait 3 toilettes accessibles à tout le monde, et il y avait 35 urinoirs réservés aux hommes. Donc elle disait que quand on était à un certain endroit, c'était impossible d'avoir accès aux toilettes publiques. Donc le tribunal a diminué l'amende, mais elle a ameuté un certain nombre de femmes, et il y a plusieurs centaines de femmes qui se sont retrouvées à Amsterdam en train d'uriner dans la rue pour montrer. Eh bien, ça fait réagir quand même l'édilité qui a mis en place ce programme avec un financement pour avoir des publics ouverts à tous.
Pour clôturer, en France, la France est quand même plus en avance parce que c'est quand même la France qui a inventé les sanisettes, Déjà. même si c'est pas suffisant, mais il y a quand même plus de possibilités pour les femmes entre les toilettes des bars-restaurants, les toilettes dans les espaces ouverts au public, parce que c'est une obligation de la loi française que les établissements recevant du public aient des toilettes. Il y a plus de possibilités pour les femmes, même si ça demeure insuffisant. On aurait dû traiter ça plus longuement. Jingle. Directement, Christian, Michel Alibaud. Michel Alibaud. Michel Alibaud, c'est un homme très sobre, un peu silencieux, mais d'une performance redoutable. Je l'ai connu il y a très longtemps, j'étais même étudiant d'ailleurs, il habitait au nord de Paris. Et alors, il s'est fait tout seul. Hein, c'est un autodidacte, il est né en 1959. Et puis, on va voir à travers l'itinéraire que je vais décrire les nombreuses expériences de Michel Alibaud. Alors, il a commencé à la basse et aujourd'hui, il fait de la contrebasse. Hein. C'est une évolution tout à fait naturelle pour des gens comme cela. Alors, on va déjà, premièrement, écouter une petite chanson parce qu'il s'est essayé à la chanson. Vous voyez, on va écouter 2 chansons de lui, enfin l'une après l'autre, on va voir. Et il était très jeune. Et donc, je vous propose d'écouter un titre où il chante. Il s'appelle « Où s'est dit moins aimé ». Moi toujours songé, belle maman nous dépassé, petit matin là, c'est la route, c'est pas vrai, mais moi constaté, moi pété ça, oublié toute l'air, c'est où qui en tête, moi, c'est où qui en rêve, grand moi, c'est où qu'a fait moi, planer, malgré tout, ça m'a fait pour oublier, tout comme un cap songé, pendant nous dépassé. Voilà, richesse harmonique, créativité mélodique. Je pense que ça se distingue de beaucoup de ce qu'on appelle le zouk traditionnel, parce que Michel a une espèce de science quoi, du jeu. Alors, il a travaillé avec Mario Camoche, bien sûr, à Kaftama, il a enregistré Laissez parler, tous ces morceaux-là, Pays moins joli, mais il a aussi travaillé avec Sakio. Alors, Sakio, qui sont-ils, n'est-ce pas? Un groupe qui a fait qui a cartonné. Il a travaillé aussi avec Sixon, de façon plus moderne. Il a travaillé aussi avec Ronald Tully. Ils sont dans un groupe qui s'appelle Raise Élévation, quelque part. Donc, on voit bien la tendance de Michel Alibaud. Je vais vous proposer d'écouter un deuxième titre qui s'appelle Fou Jaloux. C'est un succès de Michel Alibaud. C'est un titre qui a 40 ans. Et Dieu connaît bien d'ailleurs, parce qu'il est très mélomane. Je vous propose d'écouter Fou Jaloux. Les nous des cadencés, yeah, yeah. Les sourires clairs, moi, les routes des cabalets. Moi, fini fou. Moi, fini fou. Qu'a posé moi question, ça si ou qu'a joué. Ou pas qu'a prendre pièce parole, là, moi, au sérieux. Ou dis-moi pas pour partir, moi, frisson, né. Moi, fini fou. Moi, fini fou. J'avoue que quand il a commencé à chanter, je n'imaginais pas, parce que je me rappelle, j'allais chez Michel, il était toujours bassiste, je ne l'avais jamais entendu chanter. Et c'est vrai que bon, c'était très surprenant, mais je me rends compte que 40 ans après, puisque ce titre date de 40 ans, le titre est toujours aussi agréable. Je te vois en dominer derrière. Donc c'est un style très original. Et puis là, on va découvrir, là on a vu Michel le chanteur, mais on va le voir dans son activité de bassiste, précisément avec un solo de basse qu'il va faire dans Bisous sucrés. C'est un morceau qui a beaucoup marché.
et avec le groupe Mario Canoche, Tony Chasseur, Jean-Paul Pognon et Michel Alibo. Donc, on a écouté sur notre basse de Michel. Vous savez, avant la basse, on faisait doum, 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 doum. OK? Et puis cet instrument s'est révélé comme un instrument très percutant. Et des gens comme Michel Alibo ont permis aussi à la basse de jouer un autre rôle dans la musique. Vous voyez? Et là, on va aussi écouter, puisque Michel, c'est tout un univers extrêmement diversifié. Il fait du rock, il fait du jazz, il fait du funk, il fait de la musique antillaise, il fait de la salsa, il fait tout. Il est capable de tout. Donc, on va écouter Sixon. Sixon, c'est un groupe qui a fait un succès extraordinaire. Ils sont venus plusieurs fois à Fort-de-France au festival, peut-être du Cermac, mais aussi à l'Atrium. Et on va écouter effectivement Michel dans Sixon. Terminé, on va écouter, parce que Ronald, tu as une formation qui s'appelle RIS, et qui est partout aujourd'hui, qui est dans plusieurs festivals. Et Ronald a intégré, bien évidemment, Michel Alibo avec lui, dans une modernité, quelque chose que je vous propose de partager pour saluer cet immense musicien qu'est Michel Alibo, et puis pour demander aux téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent, d'aller sur YouTube pour écouter Michel Alibo. Juste à ce moment que j'interviens pour vous dire à la semaine prochaine, mais vous allez entendre la musique, assurez-vous, et nous serons encore avec vous, certainement dans la même composition, j'espère, si vous le voulez bien, ok? Et je remercie naturellement l'équipe, comme d'habitude, il faut les remercier parce qu'ils font un travail colossal. Mehdi qui est tout seul à la technique, David n'est pas là, et aussi les grands pontes qui sont à l'étage, à la semaine prochaine. Et musica delante del delfín.